Salut à tous, si vous aimez les parcours riches, denses, voilà, avec beaucoup d'interactions avec la communauté francophone, eh bien, je vous présente mon invité du jour, Barour Lior. Bonjour. Shalom, shalom. Shalom. Alors, vous avez travaillé pendant de nombreuses années dans l'intégration des Olim, des Russes notamment, aussi des Français pendant de nombreuses années dans le Shomron. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, été un personnage important dans le monde de la conversion pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite et vous faites encore beaucoup de choses, notamment vous êtes un fervent défenseur de la montée sur le mont du Temple. On va dérouler le fil de votre vie tout de suite. Alors, vous êtes monté en Israël il y a combien de temps? Il y a très longtemps, on peut dire ça comme ça. En 1968, c'était 70. C'est-à-dire, ça va faire cet été 48 ans. Alors, 48 ans, qu'est-ce qui vous a, en 1970, alors que vous avez vécu dans une famille orthodoxe, dans la communauté de cadets, Oui. et rien ne vous prédestinait vraiment à faire votre alia, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Vous étiez Obné aussi, J'ai grandi dans un milieu, comme vous l'avez dit, qu'on peut aujourd'hui définir comme étant ultra-orthodoxe en France, okay. Où tout ce qui est Israël, Aliyah, etc., dans ma jeunesse, dans mon enfance, était absent. C'est-à-dire, on disait rien de mal, on disait rien de bien, on ne parlait pas. Israël, c'était, si vous voulez, un instrument pour lequel, quand on a passé le bac, on va passer 1 an ou 2 en yeshiva et on revient. Et puis, le grand déclic... Et pas un endroit pour vivre, on va dire. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Avant de parler du déclic, il faut quand même préciser que vous avez grandi dans la communauté du rabbin Munk. Exact. Voilà, le rédacteur de La Voix de la Torah. Exact. Pour ceux qui connaissent. Donc, quand même... assez ouvert. C'était ultra-orthodoxe, mais c'était quand même très ouvert. C'était un homme que j'ai connu personnellement, qui était le rabbin de la communauté, qui était responsable du Talmud Torah de la communauté. Donc, on avait des contacts avec lui. J'étais relativement jeune. J'étais enfant et après un jeune. Mais c'était effectivement un homme dont toute l'optique était Torah im derech eretz, c'est-à-dire la Torah avec l'ouverture vers le monde, tout en étant... et la communauté était, dans ce sens, vraiment ultra-orthodoxe. Ok, donc pas d'Israël au programme. Pas d'Israël, ni en bien ni en mal. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, comme beaucoup de gens, comme presque tout le monde, des gens qui avaient mon âge à ce moment-là, le grand déclic, ça a été la guerre des 6 jours. C'est-à-dire que la guerre des 6 jours, ça a été ça a été beaucoup. L'impression que j'ai eue qu'on m'avait trompé. C'est-à-dire, on m'enseignait une Torah qui était complètement coupée de sa véritable pratique qui ne peut être qu'en terre d'Israël. Mais c'est rigolo d'avoir fait un switch pareil si vite. On m'avait trompé. Je vais vous dire, l'image que j'ai en tête, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi cette image est restée et d'autres, je ne les ai plus. L'image que j'ai en tête de la guerre des 6 jours, c'était... le Rav Goren au Kever Rachel, justement, pas le Har HaBayit qui est l'image bien connue, etc., etc. Ce qui m'est resté en tête de cette époque, c'était le Rav Goren au Kever Rachel, à la tombe de Rachel, avec le drapeau d'Israël. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, on m'a trompé. Parce que pour moi, Kever Rachel, comme bon petit enfant et adolescent juif, c'était... une légende. C'était l'endroit du livre. Dans le livre, on en parle. Chez ma grand-mère, dans sa salle à manger, sur le mur, il y avait une photo, une image de Kever Rachel. Et puis tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de concret. C'est un endroit vrai. C'est pas un endroit des livres. C'est un endroit où il se passe quelque chose. Et ça, vous n'en aviez pas conscience? Oh non. Comme enfant, certainement pas. Okay. Comme adolescent, peut-être que ça avait un peu commencé un peu avant, mais pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire le déclic, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Donc, vous vous rendez compte que ces lieux existent vraiment, que l'histoire du peuple juif est incarnée sur cette terre. C'est ça. C'est-à-dire, c'est aller dans le sens de l'histoire. Tout ce qui était pour moi, en tant qu'enfant, qu'adolescent, se rappeler du passé antique qu'il y a eu, etc., 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 eh bien, ça devient le sens dans lequel on avance.
C'est l'avenir, c'est là que ça se passe, et c'est là qu'il faut être présent pour faire partie de l'avenir du peuple juif. Donc vous faites vos valises, vous quittez la France. Après le bac, j'ai fait mes valises, j'ai quitté la France dans le cadre d'un programme du Bnei Akiva, la Harshara. J'étais à l'armée après la Harshara. J'ai fait des études en yeshiva et à l'université des études de judaïsme. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous étiez pratiquant, donc vous auriez pu vous arrêter à des études approfondies du judaïsme en yeshiva, comme le faisaient à l'époque beaucoup de jeunes. Et finalement, après la yeshiva, vous avez décidé d'aller à l'université pour approfondir, mais d'une autre manière. Voilà. C'est-à-dire, j'ai fait des études de yeshiva, j'étais à la yeshiva Takotel qui est en vieille ville, et puis après j'ai fait des études de philosophie juive, de judaïsme, à l'université de Jérusalem. Et c'est deux mondes tout à fait différents, c'est-à-dire on parle de la même chose, mais on parle dans une autre optique. Les études de yeshiva, c'est étudier la Torah d'une manière interne. On étudie la Torah avec les instruments de la Torah. On est à l'intérieur et on étudie la Torah. Les études universitaires ont un peu, si vous voulez, on prend un peu de recul, on voit les choses par rapport au monde extérieur, aux cultures, aux histoires, etc., de tous les pays dans lesquels on était pendant toute la période de la galoute, si vous voulez, depuis toute la période où le judaïsme est devenu ce qu'il est devenu, et on voit les choses d'une manière différente. Et pour moi, c'était... Ça vous a apporté quoi Ça m'a apporté la possibilité, la capacité de parler de judaïsme vrai, le judaïsme que j'ai étudié à la Torah, le vrai judaïsme, les vraies racines juives, mais dans un langage et avec une ouverture d'esprit et de langage qui me permet de communiquer avec des gens qui ne sont pas forcément sur le même terrain que moi je suis. Alors, on sent que ce démarrage, voilà, ce fait d'avoir étudié en parallèle dans deux mondes un peu différents, même complètement différents, ça a guidé votre vie. Parce que vous avez travaillé avec des populations à adapter à chaque fois, que ce soit les Olim Khalashim, les adapter à Israël, que ce soit des gens qui n'étaient pas juifs, les adapter ou les aider à devenir juifs, comme si vous étiez un élément de passage. Oui. Vous étiez un passeur, on va dire. Oui, effectivement, c'est-à-dire que, à mon sens, si vous voulez, les grands principes qui m'ont formé, c'est les principes dont je viens de parler, c'est-à-dire depuis la guerre des 6 jours et tout le développement historique, sioniste, etc., etc., etc. Et après, évidemment, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé avant la guerre des 6 jours, les racines du sionisme, etc. Tout ça, c'est des choses en tant que jeune adolescent que je ne connaissais pas. Et puis, d'un autre côté, ça m'a permis d'abord, je suis resté fidèle au fait que ça n'est pas uniquement, si vous voulez, mon idéologie personnelle, ce que moi je pense, mais c'est quelque chose qu'il faut diffuser, qu'il faut essayer de faire comprendre à d'autres, de rapprocher d'autres vers ce grand projet qui est le projet de l'État d'Israël. C'est ce que vous vouliez réconcilier l'orthodoxie avec une certaine ouverture d'esprit, c'est ça ? L'orthodoxie, en tant que telle, c'est pour moi presque un accident de l'histoire. C'est-à-dire que l'orthodoxie, c'est un mouvement qui s'est développé fin du 18e, début du 19e siècle. Et puis avant, les Juifs vivaient, ou les Juifs qui n'étaient pas ashkénazim, qui étaient de culture, disons, séfarade, pour eux, le monde orthodoxe, ça veut rien dire. On vit comme ça en tant que juif. La Torah, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est pas des restrictions et des restrictions et des restrictions tout le temps. Et ce que j'ai essayé dans ma vie de diffuser autour de moi, dans tous les différents projets dans lesquels j'ai travaillé, c'est de dire, vivre son judaïsme, c'est pas vivre une angoisse où il faut tout le temps faire attention. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Okay.
Alors, c'est dans la même lignée, vous avez lancé à l'époque, au sein de l'institution Guéchère, des débats entre religieux et non religieux. Ça aussi, c'est vous qui avez initié ce projet ? Non, j'ai travaillé dans le cadre de ce projet. C'est pas moi l'initiative venait de, je crois qu'il est toujours à la tête aujourd'hui de l'institution Guéchère, le Rav Daniel Tropper. Et l'initiative, c'était que des jeunes considérés en Israël, vous savez, en Israël, tout est structuré. Il y a les religieux, les non-religieux, la kippa comme ci, la kippa comme ça. Et le but de Guéchère, c'était de créer des rencontres de jeunes de différents horizons, pratiquants, non pratiquants, croyants, non croyants, etc. Et de créer un dialogue. C'est-à-dire c'était dans les années 80, si vous voulez, fin des années 70, début des années 80, c'était de faire un dialogue entre des gens qui sont ensemble, c'est-à-dire ces jeunes-là, ils se retrouvent à l'armée, ils se retrouvent à l'université, ils se retrouvent partout, mais ils n'ont jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, ça existe plus. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une initiative nouvelle. De parler de la réalité, pourquoi on est là. Et de se rapprocher. Alors justement, alors que vous êtes en plein dans ce projet, il y a un autre cataclysme qui va arriver dans votre vie, c'est l'expulsion des Juifs du Sinaï avec l'évacuation de Yamit. On est en 1982. Alors là, c'est... Oui, pour moi, c'était de nouveau un déclic qui est que nous sommes aujourd'hui, d'abord, pour moi, Yamit, plus qu'un accord politique de retrait du Sinaï, etc., pour moi, Yamit, c'était un problème d'identité. C'est-à-dire, on ne sait plus pourquoi on est là. On peut se permettre de faire déménager des Juifs à droite, à gauche, de les expulser de chez eux, parce que, il y a une situation géopolitique qui est comme ci, qui est comme ça, il y a des pressions internationales qui sont comme ci, qui sont comme ça. Et ce qui m'a interpellé à ce moment-là, c'était vraiment un problème d'identité. Mais en fait, il faut remettre de nouveau sur le débat le fond des choses. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Pourquoi on est là ? Et alors à ce moment-là, j'avais déjà une famille, j'avais à ce moment-là déjà 2 enfants, si je me souviens bien. Nous sommes passés dans le Shomron. Nous avons fait partie d'un groupe qui a créé un Vous avez voulu Yishuv. vous enraciner dans la terre d'Israël, c'est ça ? Pardon ? Vous avez voulu vous enraciner dans la terre d'Israël ? Oui, mais pas seulement m'enraciner personnellement ou ma famille. Entraîner d'autres avec vous. C'est également... j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un centre d'information sur la Hitiyashvut, sur la création des Yishuvim, sur qu'est-ce qu'on fait dans le cadre le plus vaste du conflit du Moyen-Orient. On va et on crée des Yishuvim dans des endroits qui sont contestés, qui sont parfois même dangereux. Pourquoi on est là ? C'est-à-dire il fallait également être présent sur le terrain, c'est vrai. Expliquez. Mais d'un autre côté, il fallait qu'il y ait un langage qui passe, qui soit un langage de ce qu'on fait, c'est important. C'est pas simplement parce que on a envie sur cette colline, pitom, tout d'un coup, de créer un yishuv. C'est pas pour ça c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça. Donc vous avez passé du temps à expliquer, à informer les autres qui vous regardaient parfois, parce que c'était le début, avec des yeux un peu bizarres. Oui. C'est pas toujours simple d'habiter dans ces régions-là. Y compris ma famille la plus proche, mes parents, mes beaux-parents, disent mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Ouais, j'imagine que c'était pas évident. Puis vous avez continué avec la conversion, où là vous avez aidé de jeunes juifs. J'ai continué. C'est-à-dire que dans les années 90, j'ai eu l'occasion et le grand mérite d'être appelé pour être à la tête d'un département qui a été créé à ce moment-là dans le cadre du conseil régional du Shomron, qui est un département d'accueil d'Olim Hadashim. On parle à ce moment-là de la grande vague, évidemment, de juifs russes, d'Union soviétique encore à ce moment-là, et évidemment de toute la problématique qui est venue avec, de ceux qui ne sont pas juif en regard de la halakha. C'est comme ça que tout a commencé ? C'est comme ça qu'a commencé mon approche du monde des conversions. Oui. Ouais, c'est ça, vous avez dit qu'il fallait faire quelque chose ? Pardon ? Vous avez dit qu'il fallait faire quelque chose. C'était évident qu'il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire que... tout le monde n'est pas de votre avis. À ce moment-là, c'était même... un peu, si on voit comment ça se passe aujourd'hui et qu'on essaye de revoir en arrière ce qui se passait à ce moment-là, c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire que
arrivaient à ce moment-là encore beaucoup de nouveaux olim de Russie qui s'adressaient à nous. Et pour eux, c'était évident que si on vient en Israël, eh ben, il faut être juif. Alors, dites-moi ce qu'il faut faire. Enseignez-moi. Trouvez des parcours pour nous guider, juif, pour nous former, pour que nous puissions rejoindre le peuple juif. Aujourd'hui, malheureusement, l'ambiance est un peu différente et c'est nous qui courons après eux. À cette époque-là, c'était vraiment beaucoup d'entre eux qui s'adressaient à nous et qui nous disaient « Mais oui, mais malheureusement, l'histoire soviétique, Staline, etc., etc., ma mère n'est pas juive, mais je veux être juif. » Et ça a pris du temps, c'est-à-dire que le monde rabbinique, à ce moment-là, a réagi lentement, pas au rythme de ce qui se passait. Et on a un peu perdu le moment où on aurait peut-être pu faire plus dans le cadre des conversions des Juifs russes. Ok, bon alors en tout cas, vous avez pris la balle au bon puisque vous avez dupliqué le modèle pour les jeunes Français, on va dire, qui avaient un parent juif, un grand-père, une grand-mère, mais qui eux-mêmes n'étaient pas juifs selon la halakha, et vous les avez aidés. Voilà, c'est-à-dire que à ce moment-là, on a avec plusieurs personnes qui travaillaient avec moi dans le cadre de cette unité d'intégration dans le cadre du Shomron, on a créé un programme qui s'appelle Shvut, qui est un programme qui s'adresse à des jeunes, essentiellement à des jeunes qui sont... Il existe toujours le programme ? Il existe... différemment. Oui, il continue, mais c'est un peu difficile. Et donc, c'est des jeunes qui, si vous voulez, familialement, ont des racines juives, c'est-à-dire un père, un grand-père, peut-être même une grand-mère, donc qui ont droit à la loi du retour, qui peuvent devenir citoyens israéliens à part entière, mais qui ne sont pas juifs. Ne sont pas juifs. N'ont pas de mère juive, donc ne sont pas juifs. Et ce qui est très particulier à la communauté juive de France, c'est que ces jeunes-là, en France, gravitent autour de la communauté. C'est-à-dire, si on les compare, par exemple, à ce qui se passe en Amérique, c'est très structuré. Tu es juif ou tu ne l'es pas dans le monde orthodoxe. C'est-à-dire, si tu as une mère non juive, tu peux pas aller dans les écoles juives, tu fréquentes pas les synagogues orthodoxes, tu vas dans d'autres synagogues, d'autres mouvements. Et en France, tous ces clivages-là n'existent pas. Ils sont un peu plus fous. Ouais, plus flous. Les limites sont plus floues, c'est sûr. Alors, vous avez beaucoup fait dans ce monde-là, le monde de la conversion. On vous connaît beaucoup d'ailleurs pour ça. Et puis ensuite arrive la retraite. Voilà, vous arrivez à Jérusalem et là vous menez un nouveau combat entre guillemets, c'est celui du Har HaBayit. C'est-à-dire que pour vous ça va toujours dans ce que vous disiez en début d'émission, dans le sens de l'histoire. Pour vous encouragez et vous guidez les gens qui veulent monter sur le Har HaBayit, le mont du Temple en français. Le mont du Temple en accord avec la halakha. C'est-à-dire ce que je fais, ce que font d'autres personnes autour de moi, etc. C'est pas mon projet à moi. Bien sûr, vous n'êtes pas tout seul. Ce que nous faisons, c'est toujours en accord avec la halakha. Par exemple, des choses très simples. Nous montons sur le mont du Temple, sur le Har HaBayit, après être passé au mikvé, sans chaussures de cuir, et évidemment nous faisons très attention à quels emplacements aller et de ne pas aller là où il ne faut pas aller. Alors vous avez une vision très particulière, vous avez beaucoup d'idées sur notre avenir en tant que peuple juif, sur l'importance du monde du temple, que l'importance va grandir dans notre vie. Bien sûr vous en parlerez au sein d'une émission, dans le cadre d'une émission spéciale avec Daniel Haïk, notamment pour Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av. Elle sera diffusée, ça va être passionnant. Alors là, je peux vous le dire parce qu'il a des idées tout à fait nouvelles et intéressantes et vous n'êtes pas le seul. Il paraît qu'il y a même des hommes d'affaires qui cherchent des vaches rousses pour pouvoir assurer le service du troisième temple. C'est demain le troisième temple, alors on va finir comme ça parce qu'on ne va pas tout dévoiler. Mais... La vache rousse, si vous voulez, c'est presque, je dirais, à la limite, le côté technique du Har HaBayit. Il faut que la technique soit là pour C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, c'est une condition pour qu'on puisse évoluer, etc., etc. Il y a d'autres choses à faire. Mais il y a d'autres choses à faire avant, c'est-à-dire de diffuser
au maximum faire prendre conscience au maximum de gens. Il y a aujourd'hui par an environ 25 000 personnes qui montent sur le Har HaBayit en accord avec la halakha. Eh bien, il faut diffuser ça de plus en plus. Ça a beaucoup changé parce que c'était pas le cas. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire quand j'ai commencé à visiter le Har HaBayit il y a une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus, on était quelques dizaines d'illuminés. On était voilà, comme quoi les illuminés parfois ont des résultats. Voilà. Non pas que vous soyez un illuminé, loin de là, mais à l'époque c'était un peu comme ça qu'on vous considérait. Merci beaucoup Bar d'être venu. On a hâte d'entendre cette émission. Donc voilà, je l'annonce. Émission spéciale Tisha B'Av sur des sujets qui touchent bien sûr au Har HaBayit. Merci d'être venu et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.